Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter comment documenter des fonctions Azure en utilisant la spécification OpenAPI, anciennement connue sous le nom de Swagger. Je suis Inold Donfa, architecte infonuagique pour modernti.com et je suis également le responsable de la communauté .NET Québec. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour rester informé de tous les événements communautaires que nous organisons à Québec et également de recevoir des notifications chaque fois que nous publions de nouvelles vidéos pour partager avec vous les nouveautés en ce qui concerne les environnements Microsoft, .NET, Microsoft Azure, etc. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut documenter des fonctions Microsoft Azure en utilisant la spécification OpenAPI. Cette vidéo va s'adresser surtout à des personnes qui ont déjà une certaine maîtrise de Azure Function, mais toutefois, je me permets de rappeler un peu c'est quoi Azure Function pour des personnes qui n'auront jamais utilisé cette plateforme-là ou cet outil-là. En fait, Azure Function, c'est une solution conçue par Microsoft sur sa plateforme infonuagique Azure pour permettre d'exécuter facilement des petits morceaux de code ou fonctions dans l'infonuagique. Donc, en quelque sorte, vous pouvez simplement écrire le code dont vous avez besoin pour résoudre un problème bien précis sans vous soucier de l'ensemble de l'application ou dans sa globalité ou de l'infrastructure pour l'exécuter. Donc, ce qui veut dire que les fonctions sont le plus souvent pratiques pour un bout de code qui doit faire un traitement précis et qui doit le plus souvent s'exécuter suite à un certain événement. Un événement, ça peut être par exemple le dépôt d'une image dans un compte de stockage et on voudrait peut-être faire une mise à jour de la base de données suite à cette action-là. À ce moment, une fonction va se déclencher pour pouvoir exécuter ce traitement. Donc, les fonctions sont conçues essentiellement sous la notion de serverless, donc sans serveur, ce qui veut dire en quelque sorte que, comme je l'ai dit, vous ne vous souciez pas de l'infrastructure, vous ne vous souciez pas de l'environnement d'exécution de votre fonction. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous concentrer sur la mise en place de votre fonction. Le fournisseur de la plateforme infonuagique va mettre à votre disposition tout ce qu'il faut, le nécessaire pour pouvoir exécuter et mettre à l'échelle cette fonction-là. OK? Donc, c'est pour ça qu'on parle de sans serveur parce que vous ne vous occupez pas de l'infrastructure et vous payez uniquement pour l'utilisation que vous en faites. Et ce qui est encore très intéressant justement avec l'approche sans serveur, c'est que pendant toute la période que notre application n'est pas en cours d'exécution, on ne paye rien pour cela. Et notre application va s'exécuter seulement lorsqu'il y aura un événement qui va enclencher euh, l'exécution de cette dernière. Donc, Azure Functions, c'est la plateforme de Microsoft qui permet donc de créer des fonctions en mode serverless. La plateforme supporte un large panel de langages, à savoir le C#, le F#, JavaScript, Java, Python ou encore PowerShell. C'est un outil qui vient puiser de la puissance et de l'investissement de Microsoft dans des services comme Azure App Services, qui est la plateforme historique de Microsoft Azure pour l'hébergement des applications, et également de la sécurité qui est intégrée directement avec Microsoft Identity, avec Azure Active Directory notamment. Également, il faut savoir que les outils Azure Functions sont open source, donc le runtime d'exécution, les outils de développement, notamment le Azure Functions Core Tool, sont des outils open source. Et en introduction, j'ai dit que les fonctions s'exécutaient suite à des événements. Donc, pour faciliter justement l'intégration avec le générateur dans la source de l'événement, Microsoft a mis en place un certain nombre de déclencheurs qui permettent de facilement intégrer Azure Function avec ces outils-là. Donc, il faut savoir qu'Azure Function est un excellent outil d'intégration qui va permettre, par exemple, d'intégrer nos applications avec un compte de stockage grâce
notamment au déclencheur prévu pour cela, avec un service bus, avec un Event Grid, avec un Cosmos DB, avec un Azure SQL Database, etc. Les nombres de déclencheurs est vraiment élevé. Donc, ce sont des déclencheurs déjà préconçus qui vont nous faciliter justement la mise en place de notre fonction. Ça, c'est pour ce qui est de l'introduction à Azure Function. Maintenant, on va aussi parler un peu de la spécification OpenAPI avant de passer à ce qui nous intéresse concrètement. Donc, il faut savoir que on peut développer une fonction en utilisant également un déclencheur HTTP. Et les fonctions qui sont mises en place en utilisant un déclencheur HTTP, ce sont des fonctions qui seront accessibles via une URL, un peu comme une API. Donc, chaque fois que je vais appeler cette API-là, le lien de l'API, ça va déclencher l'exécution de ma fonction et ça va me retourner un résultat. Ce qui veut dire en quelque sorte qu'une fonction avec un déclencheur HTTP est une API. Et si c'est une API, il va de soi que ça devient intéressant d'être en mesure de documenter cette API-là pour faciliter son utilisation ou bien sa consommation par les développeurs ou tout autre tiers qui a besoin d'utiliser notre fonction avec déclencheur HTTP. Donc, c'est pour cela que, pour simplifier la vie aux développeurs, Microsoft a introduit justement dans la récente version de Azure Function, qui est la V4, la prise en charge de la spécification OpenAPI. C'est quoi la spécification OpenAPI? En fait, il s'agit d'une spécification open source qui est mise en place et gouvernée par des géants de l'Internet au travers d'une fondation qui va offrir des mécanismes et des outils pour faciliter la génération de la documentation de nos API web. Donc, en utilisant une telle approche, on a beaucoup d'avantages parce que désormais, on n'a plus besoin de maintenir une documentation séparée du code source de notre application. On a une documentation qui est automatiquement générée à partir du code de l'application. Donc, ce qui veut dire que cette documentation va suivre le même cycle de vie que notre code. Donc, à chaque changement du code, directement la documentation va prendre en compte ces changements parce qu'elle va être régénérée de nouveau. Donc, on est capable à ce moment-là d'avoir un meilleur suivi. On n'a pas besoin de modifier notre code, ensuite aller modifier la documentation ailleurs, ce qui le plus souvent, dans de nombreux cas, va entraîner des divergences à un moment donné parce que le développeur peut ne pas avoir cette présence d'esprit-là d'apporter des ajustements à sa documentation. Okay? Donc, avec ça, on voit que notre documentation devient étroitement liée au code et le développeur, en plus de cela, n'a plus besoin de mettre de l'effort dans l'écriture, dans la rédaction et la publication d'une documentation séparée. Et un autre aspect très intéressant, c'est que avec la spécification OpenAPI, on est capable directement de tester son API à partir de la documentation. Intéressant, hein? Ça veut dire qu'on aura une interface qu'on appelle souvent le Swagger UI qui va permettre d'afficher non seulement ce que notre API fait, les différents paramètres qu'on doit utiliser pour pouvoir appeler cette API-là avec un détail pour chaque paramètre, des paramètres optionnels, obligatoires, le type de chaque paramètre et également le type de données qui est retourné en retour. Et en plus de cela, on aura un bouton pour pouvoir tester et avec ce bouton-là, on va tester, saisir quelques paramètres, exécuter et voir l'information qui est retournée. Donc, vous voyez qu'avec ça, un développeur est capable d'utiliser notre documentation. Il n'a plus besoin avec ça, le développeur est capable d'utiliser notre application. Il n'a plus besoin d'avoir une documentation tierce qui va lui permettre de savoir c'est quoi les endpoints qui sont exposés, c'est quoi le type de requête que je dois effectuer, c'est quoi les paramètres que je dois fournir en entrée, c'est quoi le type d'information qui est retourné, c'est quoi le format de l'information qui est retournée, etc. Donc, compte tenu du fait qu'une fonction avec déclencheur HTTP est une API, ça devient très intéressant et je dirais nécessaire que nous puissions, lors de la mise en place de nos fonctions avec déclencheur HTTP, de
fournir une documentation au travers de OpenAPI. Donc ici, je vais vous montrer comment effectuer cela. Donc pour procéder, je vais utiliser Visual Studio Code. Comme prérequis, il faut que vous ayez installé dans votre Visual Studio Code l'extension pour Azure Function. Donc, ça me prend cette extension. Et il faudra aussi que vous ayez installé les Azure Function Core Tool parce que l'utilisation de l'extension Azure Function nécessite que vous ayez le Azure Function Core Tool sur votre poste. OK? Donc, ce que je vais faire maintenant, ce sera de créer un nouveau projet. Et à ce projet, je vais apporter des ajustements pour qu'on puisse avoir de la documentation OpenAPI dans Swagger affichée au travers d'une URL. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par la création de ma fonction. Pour cela, je vais aller, suite à l'installation de mon extension, j'aurai dans le menu Azure qui va s'afficher. Donc, je vais aller dessus et j'aurai la zone Function. Parce qu'ici, j'ai plusieurs extensions Azure qui sont installées. J'ai une extension App Service, j'ai une extension Functions, j'ai une extension également pour faire du Machine Learning. Donc ici, ça, ce sont mes abonnements Azure, mais là, je n'ai pas besoin de mes abonnements Azure parce que je vais créer et exécuter ma fonction localement. Donc, pour créer une nouvelle fonction, je vais aller cliquer ici sur Create New Project. Et là, je vais sélectionner le répertoire dans lequel je voudrais créer ma fonction. Donc, là, je vais donner un nom à ma fonction. Donc, je vais prendre mon répertoire. Exemple, j'avais un répertoire ici. Bon, je vais créer un répertoire que je vais appeler fonction Open API. OK. Donc, je vais sélectionner ce dossier et là, je vais créer ma fonction en utilisant le langage de mon choix. Ici, moi, je suis beaucoup plus un développeur .NET. Bref, je maîtrise beaucoup plus le langage C#. Donc, je vais prendre C#. Puis, il faudrait que je sélectionne le runtime d'exécution de ma fonction. On a deux mécanismes. On peut utiliser le .NET 6 Isolate Process ou bien le InProcess. Moi, je préfère toujours créer mes fonctions en utilisant l'approche Isolate Process, qui est l'approche un peu plus récente. Et ma fonction, je vais la créer en utilisant la dernière version de .NET Core, de .NET, puisque le nom a changé. C'est plus .NET Core, c'est .NET maintenant, donc qui est .NET 6. OK? Donc, je vais prendre .NET 6 isolé. Dans une autre vidéo, je vais vous expliquer la différence entre le Isolate Process et le InProcess et pourquoi est-ce que vous devez prioriser l'utilisation du Isolate Process pour la création de vos fonctions Azure. Donc, je vais sélectionner ici .NET 6 Isolate. Puis, il faudrait que je sélectionne mon déclencheur. Comme je vous l'ai dit, pour la spécification OpenAPI, on va utiliser la plupart des temps des déclencheurs HTTP Trigger parce que notre fonction va être appelée au travers d'une URL, donc c'est en quelque sorte une API, ok, une API web. Donc je vais prendre donc HTTP Trigger et je vais donner un nom à ma fonction. Je vais l'appeler tout simplement fonction test Open API. Là, je vais valider. Ici, il va me demander de créer un namespace. Je vais juste dire, bon, on va dire namespace fonction OpenAPI .fonction. Donc, on va laisser ça comme namespace. Et ici, il me demande le mécanisme de sécurité. Bon, on va laisser par défaut un accès anonyme. Donc, je vais laisser Anonymous et je vais demander d'utiliser le purel Windows. Donc, ça va rester avec l'interface Visual Studio courante
Visual Studio Code Courant que j'ai. Donc là, il est en train de me créer ma fonction. Donc il m'a créé ma fonction, tout est beau. Je vais juste valider que je fais confiance au fichier. Donc là, on a un certain nombre de fichiers qui sont créés. Donc ici, c'est un projet .NET standard qu'on connaît. Donc là-dedans, j'ai mon fichier CS Pro, qui est le fichier de projet. Là-dedans, j'ai un fichier .cs qui est le fichier de ma fonction. Donc là-dedans, il y a justement ma fonction qui va se retrouver au niveau du run. Donc avec le run, c'est là que j'ai le code de ma fonction. Chaque fois qu'on va saisir l'URL permettant de déclencher cette fonction-là, c'est la méthode qu'on a, la méthode run qui va être appelée en quelque sorte. Donc c'est là qu'on va retrouver l'implémentation de d'autres fonctions. On a le programme.cs où on va retrouver le main avec les différentes configurations, donc le builder pour pouvoir configurer l'environnement d'exécution de notre fonction et charger les différents middleware qui seront nécessaires à l'exécution de cette fonction-là. On a le local.setting qui va retrouver des paramètres de configuration, des paramètres locaux. Si par exemple, si j'ai besoin d'un compte de stockage, parce qu'il faut savoir qu'une fonction Azure utilise toujours un compte de stockage pour sauvegarder certaines métadonnées. Donc, si je dois utiliser un compte de stockage qui est dans Azure, par exemple, il faudrait que je prenne la chaîne de connexion à mon compte de stockage et que je vienne renseigner cela dans le local.settings.json. Ici, je n'en ai pas besoin parce que je vais utiliser l'émulateur d'un compte de stockage en local. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir un abonnement Azure pour pouvoir exécuter ma fonction en quelque sorte. Donc, le host.json, bref, c'est ici qu'on peut un peu apporter des configurations à notre hôte. Donc, le hôte, c'est en quelque sorte l'environnement d'exécution. C'est là qu'on va retrouver, par exemple, le nécessaire pour la journalisation avec Application Insight. Donc, revenons maintenant sur la mise en place de notre fonction. La première chose que je dois faire, ce sera d'installer le package nécessaire pour la prise en charge de OpenAPI. Donc, pour cela, j'aurai besoin d'exécuter la commande .NET add package, puis je vais mettre le nom du package qui est microsoft.azure.function.worker.extension.openAPI. Donc là, je vais l'installer. Donc, lorsque ça va être installé, tout ce qu'il va faire, c'est éditer mon fichier .csprod et ajouter justement ce package-là au niveau des packages références. Donc, vous voyez qu'il a ajouté le package Microsoft.azure.function.worker.extension.openAPI. Maintenant, je vais aller au niveau de ma fonction. Donc, je vais ouvrir le fichier .cs de ma fonction. Pour que la documentation OpenAPI soit prise en compte pour ma fonction, il y a un certain nombre d'attributs que je dois ajouter. Okay? Il y a 3 attributs en quelque sorte que je dois ajouter. Pour gagner en temps, je vais faire tout simplement copier-coller. Donc, j'ai mes 3 attributs. J'ai l'attribut OpenAPI Operation qui permet de donner une description de ce que fait ma fonction. Okay? Ma fonction, tout ce qu'elle fait justement, c'est d'afficher un Welcome to Azure Function. Et justement, je suis capable de venir ici. Je dois utiliser un Open API Operation Models. Donc, je dois définir l'ID de l'opération. Parce que je peux avoir plusieurs attributs Open API Operation. Je peux définir des tags, c'est quoi les étiquettes que je voudrais associer à ma fonction, le summary, le résumé, et maintenant la description, ce que ma fonction fait, vu que ma fonction affiche juste un welcome, ça que je fais juste un indice show et welcome message. La visibilité ici, ça permet de définir comment je voudrais que cette information soit mise en avant, et là je vais utiliser un menu. Donc, pour pouvoir mettre là, pour dire, ça c'est une fonction qui est importante
par exemple. Puis, on a aussi l'attribut OpenAPI Security. Vous avez vu justement lorsque je créais ma fonction, il y avait une sécurité que je pouvais mettre en place et j'avais le choix entre Anonymous, Function, etc. Lorsque je prends par exemple l'option Function, pour pouvoir utiliser ma fonction, il faudrait que les utilisateurs aient une clé en Function Keys. Donc, avec cette option-ci, ce qui est intéressant, c'est que si je me limite à saisir peut-être ma fonction dans une URL pour faire l'appel, à ce moment, ça ne va pas passer parce qu'il faudrait que je puisse définir la clé justement dans l'entête HTTP. Donc, dans l'entête HTTP de ma requête que je vais faire, il faudrait que je définisse la clé de ma fonction. Donc, avec le OpenAPI Security, donc cet attribut-là va permettre justement dans l'interface de Swagger d'être en mesure de tester ma fonction et d'avoir une fenêtre dans laquelle je serai capable de saisir justement mon function keys. Et cette fenêtre-là va permettre justement de l'information que je vais définir à ce niveau-là. Lorsqu'il va faire la requête, il va directement inclure cette information dans l'entête HTTP pour pouvoir appeler la fonction. Donc ici, on va utiliser le OpenAPI Security lorsque notre fonction est sécurisée. Okay? Puis, le OpenAPI, l'attribut OpenAPI Response with Body, ça permet en fait de définir un peu la réponse qu'on attend. Donc ici, lorsque ma fonction est exécutée correctement, normalement, ça me retourne un code HTTP 200 qui est l'équivalent de OK en status code. Et le contenu qui est retourné ici, c'est du texte. Donc, par exemple, si je retournais d'un document JSON, au niveau du content type, j'aurais mis application bien text.json, un truc comme ça, application/json, etc. Donc, mon content type aurait été application/json si c'était du JSON, et ainsi de suite. Donc, ici, cet attribut permet donc de définir la réponse qu'on attend. Vous voyez que lorsque j'ajoute ces API, ça va me demander d'ajouter un certain nombre de using. Donc, le premier using que je dois ajouter, il s'agit de using microsoft.extension.openapi.attribute. Ensuite, je dois ajouter également un autre using qui va être deux autres using parce qu'ici, un using pour les énumérateurs que j'ai ici et un autre using pour le modèle que j'ai ici. Donc, ça va me prendre donc un using. Alors, je crois que j'ai besoin juste d'un seul using supplémentaire parce que ça, ce sont des enums. Donc, je vais ajouter un using Microsoft.webjobs.extension.openAPI.core.enum. C'est fait. Donc, je crois que là, je n'aurai plus d'erreur. Ah, j'ai encore une erreur. Pour celui-ci, ça va me prendre un autre using qui va être using Microsoft.openapi.models. Donc, parfait. Là, je viens d'ajouter les attributs nécessaires à ma fonction pour le support de OpenAPI. Maintenant, ce que je dois faire, je dois aller éditer mon programme.cs. Et là, ça va me prendre encore un autre using avant. Donc, je vais ajouter un using Microsoft.Azure.Function.OpenAPI exactement, .extension. Donc, les extensions qu'on a. OK. Donc, ici, maintenant, dans mon configure function worker default, il faut savoir que un document OpenAPI, le plus souvent, ce sont des documents JSON. Donc, c'est là qu'il faudrait que j'ajoute le support à ma configuration
la configuration de mon host, le support du JSON. Donc, je vais utiliser une expression lambda pour le faire. W pour mon worker. Je vais mettre w.use NewtonSoft. Donc ici, je viens justement d'ajouter le middleware, donc l'intergiciel qui va permettre d'ajouter le support de NewtonSoft qui permet de faire de la sérialisation et de la désérialisation des documents JSON parce qu'il aura besoin de ça justement pour pouvoir sérialiser la documentation OpenAPI qui est générée au format JSON afin de l'afficher dans le Swagger UI qui est l'interface permettant d'afficher ma documentation. Donc, une fois cela fait, j'aurai besoin également d'ajouter un configure OpenAPI. OK? Donc, là, je suis correct. Avec ça, je viens d'ajouter la prise en charge de OpenAPI à ma fonction. C'est juste ça, c'est aussi simple que ça. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'exécuter ma fonction. Donc, pour exécuter ma fonction, je vais faire un run, start debugging. Là, il va m'exécuter ma fonction et désormais, il va m'afficher des liens permettant d'avoir la documentation de ma fonction et de tester directement ma fonction à partir de l'interface de Swagger UI. OK? Donc, voilà, il a généré ma fonction, tout a l'air beau, il me reste juste à récupérer les URL nécessaires. Parfait. Donc, voilà que les URL que j'ai. Donc, il y a plusieurs URL. Ça, c'est l'URL permettant de tester ma fonction. Donc, si je clique dessus, on va voir que j'aurai dans mon navigateur Welcome to Azure Function. Donc, ma fonction a été exécutée correctement et tout ce que ma fonction fait, c'est d'afficher Welcome to Azure Function. Maintenant, au niveau de ma documentation, ici, ça c'est ma documentation au format JSON. Tandis qu'ici, c'est l'interface de Swagger UI qui permet justement, qui va sérialiser cette documentation et m'afficher quelque chose de beaucoup plus beau à l'écran dans une interface où je pourrais utiliser pour tester ma fonction. Donc, on va directement cliquer là-dessus. Et donc, je vais cliquer dessus. Ça va s'afficher dans mon navigateur. Donc là, vous voyez que j'ai la documentation de ma fonction avec justement le résumé de la fonction, sa description. Donc voici le résumé. Voilà la description de ma fonction. S'il y avait des paramètres, j'aurais des paramètres ici. Et voici justement ce que j'ai utilisé justement pour définir le type de retour. Donc l'attribut réponse body et le type de contenu. J'avais défini là text/plain. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez justement authorize que j'ai ici. Et si je clique là-dessus, vous voyez que j'ai un function keys, API keys que je dois saisir. Et si vous voyez justement ça, le même nom que ce qui a été défini ici dans mon OpenAPI Security. OK? Donc, maintenant, je peux directement tester ma fonction. Bon, comme c'est une fonction anonyme, je n'ai pas besoin de saisir quelque chose là. Donc, si j'avais pris une fonction avec de la sécurité function, à ce moment, j'aurais eu besoin de saisir une valeur ici. Maintenant, si je veux tester ma fonction directement à partir de OpenAPI, OpenAPI document, à partir de Swagger en quelque sorte, je vais aller sur try it et je vais faire juste un execute et là, il va exécuter ma fonction et m'afficher la réponse Welcome to Azure Function. Et autre aspect intéressant, vous voyez que désormais, avant, lorsqu'on exécutait une fonction avec déclencheur HTTP, avant, on avait juste l'URL, on avait l'URL de base, puis à la suite, on avait slash le nom de la fonction uniquement. Donc, dans les récentes versions également, Microsoft a modifié pour qu'on ait plus slash le nom de la fonction uniquement, mais qu'on ait slash API
ensuite slash le nom de la fonction pour refléter combien une fonction Azure, c'est une API. Donc, ce qui veut dire en quelque sorte que si demain vous avez besoin, par exemple, de concevoir une API qui doit faire un traitement spécifique et que cette API-là n'est pas appelée de façon continue, donc ça peut être appelé périodiquement, des fois, de temps en temps, vous n'avez pas besoin d'héberger cette API-là et payer pendant que ça n'exécute rien du tout. À ce moment, vous pouvez vous tourner vers Azure Function. Donc, c'est suite à chaque requête que la fonction va être déployée dans son environnement d'exécution et vous serez facturé sur l'utilisation. Sauf que il faut faire quand même attention parce que si vous avez un certain enjeu de performance, parce que lors des premiers calls qu'on va faire sur la fonction, le temps de déployer l'environnement nécessaire pour l'exécution de la fonction, ça prend toujours un petit délai. Mais bon, pour contourner cet aspect-là, il y a aussi on peut utiliser un mode de consommation avec Azure App Service. À ce moment, on a quand même un peu de puissance de calcul qui est réservée en tout temps pour notre fonction. On sera tarifé là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est le jour où notre fonction va recevoir beaucoup de trafic, il y aura une mise à l'échelle automatique qui va être effectuée. Et à partir du moment où le trafic va descendre, pareil, on va faire la mise à l'échelle au sens inverse pour diminuer les ressources qui ont été allouées à l'exécution de notre fonction. Donc, ceci permet de clore ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer à rester informé de nos tutoriels, nos vidéos, nos événements que nous organisons au travers de la communauté .NET de Québec. Salut!